bienvenue pour ce 7e rendez-vous des Outre-mer aux avant-postes notamment en matière de transition énergétique. C'est le thème de notre prochaine table ronde en direct depuis la Maison de l'Océan à Paris avec Patrick Casaban, le directeur régional Outre-mer de Total Énergie. On l'accueille. Merci d'être avec nous. À vos côtés pour vous interviewer, on retrouve Romain Gonzalez, journaliste au Point. Romain, c'est à vous. Merci beaucoup, Perrine. Merci à tous. Bonjour, Patrick Casaban. La question qu'on se pose autour de cette table ronde, c'est les Outre-mer sont-ils précurseurs dans le domaine de la transition énergétique? Je pense qu'il y a 15 ans de ça, si on avait posé cette même question, on aurait pu vous regarder avec des grands yeux, nous regarder avec des gros yeux. Dans certains territoires, avait du retard. On parle notamment d'une absence totale d'autonomie énergétique dans certains territoires, des importations énergétiques massives, évidemment, de par le côté insulaire de nombreux territoires. De l'autre côté, la production d'électricité et d'énergie locale était fortement carbonée, à base d'énergie fossile. On voit qu'en 15 ans, la donne a énormément changé. Il y a notamment une loi majeure qui est la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui a fixé un horizon très clair, c'est à l'horizon 2030, une autonomie énergétique des départements, régions et collectivités d'outre-mer. On va voir que c'est une ambition assez forte, voire dans certains territoires assez irréaliste. C'est d'ailleurs un objectif à l'horizon 2050 pour la Corse, qui est aussi un objectif très très ambitieux. Et dans le domaine de la production énergétique et on va dire de la transition vers les énergies renouvelables, on voit que pour le coup, cette transition s'effectue à vitesse grand V. Dans certains territoires, j'ai quelques chiffres. Par exemple, en Guyane, la production électrique fossile n'est plus que de 28%. Aujourd'hui, localement, ce qui fait 70% d'énergie renouvelable, voire plus. Dans certains territoires, par contre, Saint-Pierre-et-Miquelon, on est encore à 100% d'énergie fossile, quasiment 100%, donc les réalités sont très diverses. Patrick Casaban, si on fait un petit panorama des territoires, est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous dire aussi quels sont ceux qui sont les plus précurseurs et quels sont ceux mécaniquement qui sont un peu à la traîne? Alors, donc vous avez tout à fait. Alors pourquoi précurseur? Premièrement, parce qu'en fait c'est une obligation. Chaque territoire, on voit bien que le monde est en train de faire sa transition à différentes vitesses, suivant le développement économique, mais aussi la population croissante qu'il y a sur la planète. Et donc nos territoires d'outre-mer qui sont non interconnectés ont l'obligation d'être un peu plus créatifs. Par rapport à un territoire comme la France hexagonale qui est interconnecté avec même l'Angleterre qui est une île, mais l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc c'est beaucoup plus facile d'être lent en Europe, alors que les territoires d'outre-mer ont cette obligation d'aller vers l'autonomie énergétique. Pour faire un petit panorama, parce que les Outre-mer on peut avoir toujours une réponse assez globale des Outre-mer. Quand on connaît un peu les Outre-mer, en fait non, chaque territoire a bien ses spécificités, même si on y trouve parfois des points communs. Donc je vais commencer par le territoire où j'ai le plus d'attachement, même si j'ai vécu dans quelques autres territoires. Enfin, j'ai pas mal vécu toute ma vie dans les Outre-mer, mais j'ai beaucoup d'attachement pour la Polynésie française. Et c'est celui qui est le plus en retard sur la transition, malheureusement. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a autant de retard. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, la Polynésie française a un problème, comme tous les autres territoires, mais qui est exacerbé. C'est un problème de foncier, d'accès au foncier. On a souvent dans les territoires outre-mer, mais pas que, on a souvent des îles et des montagnes, parce que ce sont d'anciens volcans. En Polynésie, typiquement, on a d'anciens volcans qui se sont écroulés. Et donc, c'est les Tuamotu. Donc là, c'est compliqué de trouver du foncier, même pour mettre des éoliennes ou du photovoltaïque. Et donc, c'est un territoire qui a peu de capacité à se développer. Et donc, on va attendre que les technologies nouvelles qui sont peu encore opérantes ou opérationnelles, comme le thermique marin et autres, se développent pour aller vers des renouvelables. En Polynésie française, je crois qu'on est autour encore aujourd'hui de 8% de la consommation d'énergie qui est tirée des énergies renouvelables. C'était en 2018, je crois, ouais, ces chiffres. Donc on est vraiment, c'est assez faible. Encore, c'est le chiffre que j'ai. En Polynésie, c'est 70%. Du mix, je parle du mix électrique, hein, ce n'est pas tout le mix énergétique, parce que le mix énergétique comprend les transports maritimes, avions et voitures, mais rien que le mix électrique, c'est 70% encore des hydrocarbures. Donc le chemin est long. Il y a des technologies qui sont en termes de recherche-développement qui avancent. Après, on a un problème, les technologies avancent, mais le problème, c'est un problème de coût. On en parle peu. Mais accéder à l'énergie renouvelable, c'est bien si c'est abordable. Si ce n'est pas abordable, ça ne fonctionne pas. Mais évidemment, la topographie, la façon dont est organisée la Polynésie française, cet ensemble d'îles extrêmement isolées rend très difficile les investissements extrêmement onéreux. Il est toujours
moins cher, tout simplement, d'importer du pétrole ou du gaz dans certains territoires. Tout à fait, parce que les importations sont plus massives. Mais j'ai bon espoir. Il est probable que ce soit un des territoires qui arrive un peu en dernier, parce qu'il y a une pulvérisation de la demande. Quand vous parlez d'un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, enfin, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas le même cas, mais la Réunion, c'est un seul et même territoire. Donc vous pouvez l'interconnecter à lui-même. C'est ce que j'allais vous dire. La Réunion peut être interconnectée dans son ensemble. La Polynésie, ce n'est pas du tout le cas. On voit que la loi de transition pour la transition énergétique, l'horizon 2025 en Polynésie française est totalement irréalisable. L'horizon 2030, pardon, est totalement irréalisable. Oui, 2030, et j'ai pas de perspective non plus, mais bon, voilà. Par contre, il y a une forte volonté. J'ai rencontré Moetai Roserson, qui est le président de la Polynésie française. Il a une vraie volonté écologique, hein, donc il a envie de décarboner son territoire. Donc c'est pas non plus les politiques qui ralentissent le flux, c'est vraiment de la topologie du terrain. Pour revenir en Nouvelle-Calédonie, c'est un des territoires les plus avancés, parce que c'est un territoire qui a l'avantage d'avoir beaucoup de foncier, et beaucoup de foncier non utilisé. Donc c'est là où même Total Energy d'ailleurs a la plus grande capacité électrique en renouvelable, donc en énergie décarbonée. On a 90 mégawatts et on a quasiment 100% du marché éolien et 50% du marché du photovoltaïque. Donc le territoire est avancé parce qu'on a des capacités de foncier. Alors après, la marge de manœuvre, c'est que la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, a vécu les incidents. La situation politique est quasi insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie a évidemment compliqué et ralenti énormément les investissements fonciers locaux depuis quelques mois, voire quelques années. Ouais. Oui, mais des grands groupes comme Total Energy qui se doit d'accompagner les territoires, parce que c'est une belle histoire, Total Energy avec les territoires ultramarins. On est présent depuis 60 ans. On représente de 2200 personnes sur tous les territoires ultramarins de salariés. Et ces salariés, c'est 95% de locaux. Ce n'est pas des oreilles ou des popas, comme on connaît, comme on dit en Polynésie française, ou des métros. Ce sont des locaux. Donc en fait, on est ancré depuis très longtemps dans ce territoire, on fait notre transition et on a ce devoir d'accompagner les territoires à transiter. Donc, pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, notre objectif, c'est de rester sur place, d'exploiter ce qui est exploitable en renouvelable, et le jour où l'économie redémarrera, eh bien, on l'aidera à redémarrer, et on accompagnera le développement, et les projets qui sont en stand-by, on les développera. L'un des grands défis de la Nouvelle-Calédonie est évidemment d'accompagner les industries là-bas très lourdes et très polluantes, j'imagine, dans cette transition-là. On voit qu'il y a encore une dizaine d'années, je crois que les besoins en énergie de la Nouvelle-Calédonie étaient couverts par le charbon, les importations de charbon et de produits pétroliers à quelque chose comme 98%. C'est des chiffres énormes. On voit qu'il y a encore énormément de travail, notamment pour accompagner les industriels qui ont parfois évidemment moins d'intérêt à faire cette transition. C'est clair. Alors pourtant, ils ont la volonté, parce qu'on avait de très grands projets. Le plus grand projet français de photovoltaïque avec couplé à des batteries était en Nouvelle-Calédonie. Donc il est en stand-by, mais on est prêt à le ressortir. Mais c'était 180 mégawatts sur une seule centrale. Donc ça fait 180 hectares de photovoltaïque. On ne peut pas le faire dans aucun autre territoire ultramarin. Et sur le territoire français, hexagonal, très difficile aussi. Donc voilà, le potentiel est là. Et les industriels, alors je ne veux pas jeter la pierre, mais effectivement, en tonnes de CO2 par habitant, la Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus carboné, et parmi les plus carbonés au monde. Par la présence d'industries extrêmement polluantes en Nouvelle-Calédonie. Le diviseur est petit, il y a très peu de population. La population est assez réduite. Ouais. Et dans les autres territoires, notamment dans les Antilles. Ouais. Alors, avant d'arriver aux Antilles, je reviens. Vous avez vu, je fais le tour de la planète. Je vois votre tour. Je le fais à l'envers. Je vais parler de la Réunion, qui est on en a parlé toute la journée aussi. C'est le territoire le plus développé économiquement, le territoire où il y a le plus d'habitants, le territoire qui est technologiquement, c'est beaucoup plus facile. Ça a été un des premiers territoires à développer les renouvelables. On est très bien implanté, on a 50 mégawatts, ce qui est important pour les territoires ultramarins de capacité de renouvelables. Donc, et les projets suivent son cours, il y a des appels d'offres réguliers, il y a une ouverture d'esprit de la population, des politiques, des entreprises. Donc c'est un territoire qui poursuit son cheminement, donc qui fait sa transition. Et sa transition, elle va se faire beaucoup par palier. Et donc aujourd'hui, il y a encore quand même à La Réunion 70% d'hydrocarbures pour produire de l'électricité. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'activité d'ailleurs du port de La Réunion est massivement liée aux importations d'hydrocarbures. Donc il y a du chemin à faire, mais
cette production d'électricité, on va passer par de la biomasse solide. Donc là, on peut me dire, oui, c'est des pelés, c'est bien gentil, biomasse solide, mais on l'importe du Canada ou autre. Oui, c'est vrai, donc ça ne rend pas autonome, mais c'est un pas de la transition, et petit à petit, on y arrive. C'est intéressant ce que vous dites, Patrick Casabon, parce qu'on voit que parfois l'autonomie énergétique ne va pas forcément de pair avec la transition énergétique. C'est assez compliqué de marcher sur ces deux piliers dans certains territoires. Voilà, et c'est pour ça que c'est un long chemin. On parle de 2030, 2040, 2050. C'est réalisable, parce qu'en fait, je ferai la synthèse tout à l'heure de tous les territoires, mais c'est ambitieux, mais réalisable. On a Mayotte, il faut en parler, Mayotte, et avec la dernière catastrophe, on a très peu de renouvelables, parce que alors là, le foncier, c'est très compliqué. C'est très compliqué, le foncier, pour mettre des habitations. Alors imaginez pour mettre des équipements électriques massifs pour remplacer. Il y a une volonté, donc c'est 100% hydrocarbures pour produire l'électricité, mais il y a déjà une volonté de passer sur de la biomasse liquide. Alors la biomasse liquide, c'est quoi? C'est le terme technique du HVO et autres. C'est les mêmes produits qu'on met dans les avions maintenant, dans le Sustainable Aviation Fuels, pour les décarboner. C'est des hydrocarbures créés à base, transformés à base d'huile de friture ou de graisse animale. Ce sont des hydrocarbures moins polluants, pour résumer les gens qui ne sont pas experts. L'HVO, c'est un peu le biocarburant miracle du secteur de l'aviation, selon certains experts, qui remplacerait évidemment le kérosène. On va dire quelque chose d'extrêmement moins polluant que le kérosène, qui est un exactement. Ça fait partie de la transition, c'est-à-dire que c'est un palier, c'est une étape, et puis après, il faudra aller un peu plus avant que comme la Polynésie, parce que c'est à peu près le même profil que la Polynésie, c'est que la technologie avance et que les coûts de cette technologie baissent, voilà, pour que ces territoires puissent avancer. Je vais aller en Guyane, je vais passer de l'autre côté de l'Afrique. En Guyane, c'est le territoire le plus ENR, donc énergie renouvelable, le plus décarboné. Parce qu'effectivement, on est en Guyane, Guyane à 30% d'hydrocarbures dans le mix électrique, ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a un grand barrage qui est le barrage de Petit Saut. Oui, l'activité hydroélectrique de la Guyane est très très importante. Voilà. Le territoire est bien avancé. On arrive à un point de blocage où, en fait, pour produire de l'électricité, il faut des machines tournantes, c'est-à-dire il faut des machines à base d'hydrocarbures, parce qu'un barrage ne fournit pas toute l'année, tout le temps, la même quantité d'électricité. Et en plus, la spécificité de la Guyane, c'est que c'est un axe est-ouest et qu'il y a quasiment rien d'autre, et même si on va à Saint-Georges ou un peu en dessous de Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, les lignes sont très chargées. Et donc, il faut des productions d'électricité permanentes. Et donc, on est obligé de garder ces centrales thermiques, qu'on passera certainement à la biomasse aussi. Donc, voilà. Donc, on voit que les 70 premiers pourcents ont été faits facilement. Et les 30% restants sont très, très complexes à atteindre. Ouais, voilà. Mais est-ce qu'on cherche à atteindre partout les 100%? C'est la question qu'on se posera, je pense, à post-2030-2040. Et j'arrive aux Antilles, qui est cher à tout le monde, à moi aussi, parce que j'y ai des amis, parce que j'ai vécu aussi en Martinique et en Guadeloupe. La Martinique est un pays qui attend plus les nouvelles technologies. C'est pas le territoire le plus avancé, c'est pas le plus en retard non plus, on n'est pas au niveau de la Polynésie ou de Mayotte. On cherche en Martinique à des enjeux qui sont à plus long terme. Ce qui fait qu'à court terme, on est un peu en retard. Et on va chercher un peu, on parle beaucoup d'éolien offshore, d'hydrogène. Alors je me suis déjà adressé sur l'hydrogène. L'hydrogène, oui, c'est super, mais c'est peut-être pas tout de suite, et c'est surtout très cher. Donc tant que c'est cher, on ne pourra pas faire d'hydrogène. Et l'éolien offshore, dans des régions cycloniques, c'est compliqué aussi. Voilà. Et l'éolien offshore est aussi assez compliqué à développer au niveau local. On voit qu'il y a forcément de la concertation locale, et on voit que dans l'Hexagone, ça a pu poser de grands problèmes, et que la construction de parcs éoliens offshore a pris énormément de retard, il faut le dire, dans certains domaines. Et donc, si j'avais un message adressé aux Martiniquais, aux élus martiniquais, c'est ne voyez pas trop loin, pensez à votre transition d'aujourd'hui. Voilà. Pensez à 2030 avant de penser à 2050. Voilà, c'est par étapes. Et je finis donc par les Antilles, par la Guadeloupe, qui est, même si c'est un territoire plus petit que la Réunion, c'est un territoire avant-gardiste sur les énergies renouvelables, clairement.
Il y a des appels d'offres qui sortent, hein, parce que c'est important pour les opérateurs. Il n'y a pas que Total Énergie. Total Énergie sur les territoires outre-mer, je ne l'ai pas dit, mais c'est 38% de part de marché en renouvelable. Donc vous voyez, on est opérateur majeur sur les hydrocarbures, mais on est opérateur majeur sur les renouvelables aussi. On a quasiment maintenant autant d'équipes en renouvelables que dans les stations de service. Et la Guadeloupe sort des appels d'offres, ce qu'on perd des fois, mais qu'on gagne aussi. Et ça permet ce territoire de bien opérer sa transition. Il est sur des objectifs, alors 2030 ne seront pas atteints, mais sur des temps de passage qui sont plutôt bons. La Guadeloupe n'est pas fermée à l'éolien, la Guadeloupe n'est pas fermée au photovoltaïque, donc on arrive à faire des choses et c'est plutôt bien. Il nous reste moins de 5 minutes, Patrick Casabon. Oui. Je voyais Perrine Brami se lever pour prendre quelques questions, mais Oui. avant cela, je voulais vous poser une petite question plus large. On voit que l'une des grandes problématiques des territoires ultramarins, c'est le foncier. Comme vous l'évoquez, il y a assez peu de foncier dans de nombreux territoires. C'est quoi, entre guillemets, l'avenir au niveau de la transition énergétique de ces territoires-là? Et est-ce qu'on n'a pas atteint dans certains territoires, comme en Guyane, un plafond de verre? Et tout simplement, comme vous le dites, on ne pourra pas aller au-delà de 70%, parce que dans des zones extrêmement reculées, on ne va pas non plus s'amuser à investir de manière extrêmement importante, alors qu'on n'a pas forcément les moyens. En Guyane, il y a encore du potentiel, parce qu'il y a du foncier. Donc voilà. Par contre, sur d'autres territoires, il va falloir s'ouvrir à la mer. Et le photovoltaïque peut aller rencontrer la mer aussi. Alors, pas là où il y a des plages, pas là où c'est touristique, mais voilà, on a des idées, on a des pilotes, on a des tests. Je ne peux pas trop en dire encore aujourd'hui, mais voilà, il y a des idées pour faire du abordable en termes de coûts et agrandir ces territoires de surface au-delà des terres et du foncier. Merci Patrick Casabon. Quelques questions du public? Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une dame au premier rang là, qui voudrait vous poser une question. On vous écoute, madame. Bonjour, monsieur Casabon. Bonjour. Ma préoccupation première pour nos Outre-mer, c'est la préservation de nos, comment je vais dire ça, de nos de la faune et de la flore. C'est une question qui est très essentielle pour moi, dans la mesure où c'est irremplaçable. Et quelles que soient les avancées technologiques que l'être humain est capable de faire, rien ne pourra changer ça. C'est très, très important. Vous parlez de photovoltaïque. J'étais en Martinique il y a quelque temps. Une société qui avait choisi de mettre du photovoltaïque au-dessus de son exploitation de poules, le feu a pris et là, il a fallu 2 jours pour qu'on puisse éteindre le feu. Donc, c'est très bien cette nouvelle technologie. C'est très bien de vouloir toujours produire, soi-disant, je dis bien soi-disant, je pèse bien mes mots, de la technologie pour la préservation de comment je vais dire ça, de notre système de vie, mais pas de la planète. Désolée, les batteries électriques sur les véhicules, excusez-moi, c'est pas plus écologique que ça. Je pense qu'il faudra davantage creuser. Et puis, si vous voulez mettre du photovoltaïque, utilisez déjà les bâtiments qui sont déjà construits pour mettre au-dessus de leur tête votre photovoltaïque et pas détruire notre planète. Merci. Préservez surtout le large de la Martinique, le large de tout notre dom-tom. Merci. Merci, madame. La question de l'utilisation du bâti, déjà pour installer du photovoltaïque, est une très bonne question qu'on peut vous poser. Pourquoi on n'utilise pas plus les bâtiments publics, privés pour installer du... Et après, on pourra parler de la question aussi, évidemment, de l'importance de la préservation de la biodiversité qui ne va pas forcément de pair avec le développement économique. C'est une grande question. Alors, sur les bâtiments, bien sûr. Alors, pas nous, Total Énergie, parce que Total Énergie, on est plutôt un industriel massif, donc on essaie de produire de l'électricité, donc on va, d'ici 2050, être électricien plutôt que producteur d'hydrocarbures, donc être net zéro ensemble avec la société, et donc avec la société des territoires outre-mer. Donc les toitures, oui, mais ça ne répond pas à tout le problème. En fait, même si on couvrait toutes les toitures demain, déjà, ça n'enlève pas le problème d'incendie dont vous parliez, parce qu'il peut arriver. Ça, c'est un problème technologique, et on essaie, autant que faire se peut, Total Énergie, d'être toujours rationnel et d'être toujours un peu à la pointe de la technologie et d'éprouver les systèmes qu'on met en place pour qu'on n'ait pas ces soucis techniques, même si les problèmes industriels peuvent arriver, le risque zéro n'existe pas. Donc déjà, ça c'est la première chose. Les toitures, oui, mais ça ne suffira pas. Donc si ça ne suffit pas, il faut qu'on fasse des études d'impact. Et on fait des études d'impact sur tous nos projets, autant éoliens que photovoltaïques. Ces études d'impact qui vont regarder la faune et la flore, et la préserver et n'avoir le moins d'impact possible. Et quand on peut avoir un impact, on va supprimer
le souci. Mais on ne va pas supprimer la faune et la flore. Donc il nous arrive de faire des centrales photovoltaïques où on fait d'immenses trous dedans où il n'y a rien. Parce que, typiquement, à tel endroit, il y a une grenouille, typiquement, il y a une fleur qui est endémique ou une plante, et on va la préserver. Donc ça, on y fait très attention. Mais on peut aller plus loin aussi. C'est qu'aujourd'hui, sur ces territoires d'outre-mer, il y a d'anciennes décharges, et on vient d'en inaugurer une, d'ailleurs en Guadeloupe, la semaine passée. Alors, ce n'est pas l'inaugurée, c'est la branchée, donc elle fonctionne. C'est d'anciennes décharges qui sont inertées, qui sont un vrai souci d'ailleurs pour les territoires ultramarins. Mais là-dessus, on peut faire des champs photovoltaïques. Et là, ça rejoint vos préoccupations, c'est-à-dire que là, on préserve la faune et la flore parce qu'il n'y a rien qui peut pousser dessus et on utilise du terrain. Donc oui, on va s'adapter et on va faire attention à tous les impacts qu'on peut avoir. C'est un peu des fois le souci que nous avons avec certains politiques, c'est-à-dire qu'on prend une décision sans regarder l'impact. Nous, en tant qu'industriels, majeurs et responsables, on va regarder les impacts et faire ou pas des projets. Et il y a beaucoup de projets qu'on ne fait pas à cause de ça. Patrick Casaban, je suis désolé madame, le glas vient de sonner, le 0000, je suis navré. J'étais un peu long. C'est pas grave, vous pourrez poursuivre la discussion juste après. Je vous remercie madame de votre question. Merci pour votre question. On est obligé de respecter un timing. À nos invités, merci à Romain. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière session des Outre-mer aux avant-postes. À tout de suite.